Dans la troisième partie, Canguilhem aborde l'idée de l'évolution et du rôle du milieu dans cette évolution en reprenant la controverse entre Lamarck et Darwin. Donc je vais résumer cette controverse sur les différences qu'il y a entre Lamarck et Darwin, mais aussi les différences qu'il y a entre ces personnages historiques et la façon dont on se représente aujourd'hui l'évolution du point de vue biologique. Ça ne correspond pas évidemment à ce que Canguilhem en présentait dans les années 50. Jean-Baptiste Lamarck est un scientifique français qui est à la fois adoré et détesté. On l'adore parce que il est français, que c'est le premier à avoir pensé cette idée d'évolution des organismes. Et donc on lui est très reconnaissant de l'avoir pensé. Mais on lui reproche beaucoup de l'avoir mal pensé, c'est-à-dire que les mécanismes qu'il a proposés ne soient pas du tout adaptés. En particulier, le moteur de l'évolution, selon lui, c'était l'usage et le besoin. Et ce qui est intéressant en didactique des sciences, c'est qu'en fait, spontanément, les étudiants ont des conceptions lamarckiennes de l'évolution et ils font un long travail pour qu'ils arrêtent de penser par usage et besoin et qu'ils rentrent dans les mécanismes de l'évolution tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui sont beaucoup plus neutres, beaucoup plus loin de la représentation anthropomorphique de l'adaptation. Donc là, il y aurait beaucoup à dire. Canguilhem a beaucoup glosé sur l'analogie avec la machine, mais je pense qu'il y aurait beaucoup à réfléchir aussi sur la façon dont nous représentons l'adaptation. L'homme fait des efforts pour s'adapter à son milieu en changeant son comportement et nous avons tendance à plaquer cela sur l'évolution. Et c'est exactement ce qu'a fait Lamarck. Donc, il a proposé que ce soit l'usage qui soit responsable des changements évolutifs et en particulier l'exemple très connu et qui souvent est un petit peu caricaturé, il disait que les girafes faisaient un effort pour étirer leur cou et qu'à la longue elles avaient acquis des coups de plus en plus longs. Donc c'est l'usage et c'est le besoin pour s'adapter à leur milieu dans lequel les branches étaient de plus en plus hautes. Donc on sait aujourd'hui que ce n'est pas du tout par ce procédé. Dans ses idées importantes, il insistait beaucoup sur la complexification croissante des êtres vivants à partir de leur apparition, en insistant sur le fait que c'est une propriété exclusive du monde vivant, et c'est pour ça que Canguilhem le qualifie de vitaliste. Alors cette idée est complètement fausse. Les êtres humains ont toujours projeté que l'évolution serait une complexification croissante, aboutissant à un organisme supérieurement complexe, en particulier par son cerveau, et devinez qui c'est? Évidemment, c'est celui qui raconte l'histoire de l'évolution, c'est l'humain. Et c'est pour ça que je vous avais parlé dans une autre vidéo de l'importance d'avoir des systèmes, des procédures de classification dans lesquelles l'être humain ne peut pas mettre son opinion et en particulier ne peut pas décider à l'avance qu'il sera au sommet de l'évolution et où il ne peut pas décider à l'avance, comme l'a fait Lamarck, que la complexification sera un critère important. Et si on ne fait pas ça, on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de complexification croissante des êtres vivants. À l'intérieur d'une branche, il peut y avoir des mutations qui font des développements embryonnaires plus complexes, hein, c'est très marqué chez les vertébrés, mais il y a aussi au sein de ce même groupe des évolutions qu'on appelle évolutions régressives, où il y a des pertes de structures qui existaient chez l'ancêtre commun, et c'est très marquant chez toutes les espèces parasites. Elles perdent, elles se simplifient. Souvent, les espèces parasites deviennent limitées à un système de reproduction et ce qui leur permet d'identifier leur hôte et ou de s'y accrocher, à tel point qu'il devient difficile de classer les parasites, tellement ils se sont simplifiés qu'ils ont perdu des caractères propres à leur groupe. Parfois, on est obligé d'en passer par les gènes pour arriver à les replacer correctement dans leur groupe. Donc il n'y a pas du tout de complexification croissante. Et puis la deuxième idée de Lamarck qui s'est avérée complètement fausse, c'est qu'il est encore sur l'idée de la génération spontanée. Des organismes simples apparaissent spontanément et puis ils vont se complexifier, chacun va donner un groupe. Et donc pour lui, il n'y a pas de généalogie entre les différents groupes d'êtres vivants, ce sont des évolutions en parallèle. On verra que Darwin a eu l'intuition que ce n'était pas du tout le cas.
Pour lui, cette complexification, c'est un processus interne. Donc là, on revoit pourquoi Canguilhem le qualifie de vitaliste. C'est quelque chose de propre, qui serait propre aux vivants, mais qu'il n'explique absolument jamais, si ce n'est que ça leur permet de mieux satisfaire leurs besoins, phénomène qu'il n'explique aussi jamais. Donc pour lui, c'est le besoin de s'adapter à son milieu qui est le moteur de l'évolution. Et en fait, on voit là que c'est une projection immédiate de la façon dont l'être humain s'adapte à son environnement. C'est vraiment extrêmement anthropomorphique. Mais ne dévalorisons pas Lamarck, il a ce mérite d'être le premier à avoir pensé l'évolution des êtres vivants. Et en fait, il est longtemps resté parmi les seuls biologistes à l'avoir pensé, parce que les autres personnes qui ont pensé l'évolution étaient tous des biologistes et géologues, ce qui leur a permis de penser le changement en étant confrontés aux fossiles. Et Jean-Baptiste Lamarck, sans les fossiles, a eu cette idée de l'évolution, et donc c'était effectivement un grand penseur. Mais sa théorie s'est avérée être fausse. Que pouvons-nous garder de Lamarck? Parce que très souvent, en histoire des sciences, on a une première théorie, on dit elle est complètement fausse, on la jette à la poubelle, on en refait une autre. Donc là, typiquement, le lamarckisme, on l'a jeté, on a dit bah, ça c'est complètement, c'est n'importe quoi, on va faire du darwinisme de façon un petit peu plus moderne. Et puis récemment, en fait, on a ramené quelque chose dans les mécanismes de l'évolution avec lequel, je pense, Lamarck aurait été tout à fait satisfait. Donc c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est assez célèbre, donc vous en avez probablement entendu parler. Donc pour que l'évolution fonctionne sur l'hérédité. Qu'est-ce qui est héritable d'une génération à l'autre? Si ce n'est pas héritable, bien sûr, ça ne va pas faire partie de l'évolution. Donc il faut distinguer ce qui est héréditaire. Ce qui est héréditaire, ce sont, parmi tous les traits héritables, ceux qui sont portés par la génétique, c'est-à-dire la succession des bases dans l'ADN vont faire des traits héréditaires qui vont se transmettre par la génétique. Et évidemment, la théorie darwinienne ou néo-darwinienne est portée par la génétique. Mais il y a aussi l'épigénétique, c'est-à-dire ce qui est héritable, mais qui ne passe pas par le génome. Donc ça peut être héritable et ne pas être héréditaire. Alors dit comme ça a l'air compliqué, donc je vais prendre une image. Supposons que vous ayez dans votre famille le tableau de la grand-mère Hortense et que ça se transmet de génération en génération. Eh bien évidemment, ce tableau, il est tout à fait héritable puisqu'il se transmet de génération en génération. Pour autant, bien évidemment, ce tableau n'est pas dans vos gènes, donc il est héritable, mais il n'est pas héréditaire. Vous avez comme trait héréditaire peut-être d'avoir récupéré le nez de la grand-mère Hortense, mais vous avez son tableau, vous l'avez hérité d'une autre façon, ce n'est pas dans les gènes, ce n'est pas héréditaire. Donc on a découvert récemment qu'il peut y avoir des traits qui sont héritables, mais qui ne sont pas héréditaires, c'est-à-dire que ce n'est pas dans la séquence des gènes, mais c'est dans les profils de méthylation des gènes. Alors on peut trouver ça un petit peu bizarre, pourquoi si on ne change pas la séquence, on change l'information, alors que c'est la séquence qui porte l'information? C'est qu'en fait la méthylation, c'est ce qui va compacter l'ADN, et un ADN complètement compacté ne s'exprime pas. Donc en fait, avoir une séquence avec une mutation qui rend le gène non fonctionnel, ou avoir une méthylation qui, par sa compaction, rend le gène non fonctionnel, et ben c'est exactement la même chose pour le phénotype. On a un gène, alors les biologistes vont dire « Oh, elle dit gène, il faudrait dire allèle », mais je parle aux non-biologistes, donc on va rester sur gène. Ça va être la même chose, par exemple, si on a une enzyme qui ne fonctionne pas, elle peut ne pas fonctionner parce qu'on est effectivement dans les choses qui sont héréditaires, elle a des mutations dans le site actif qui lui permet normalement de fonctionner, donc là elle ne fonctionne pas. Ou on peut avoir tout à fait autre chose, la zone de l'ADN qui code cette enzyme est tellement compactée que cette enzyme n'est pas du tout synthétisée. Le résultat sera exactement le même. Et puis bien sûr, il y a ce qui ne s'hérite pas. Donc dans la variation, on voit qu'il peut y avoir beaucoup de variations de phénotypes qui sont dues directement à l'environnement, mais qui ne s'héritent pas. Et c'est là-dessus qu'on a vraiment critiqué
Darwin, parce que Darwin pensait vraiment que tout ce qui était donc ce qu'on appelle de l'accommodation, du changement de phénotype en fonction du milieu s'héritait, alors que l'essentiel ne s'hérite pas. On a certes un changement du développement post-embryonnaire des végétaux ou des animaux qui se fait dans le milieu et qui permet leur adaptation à ce milieu sans pour autant se transmettre de génération en génération. Quelque chose qui est très connu, c'est la taille des plantes en montagne. Vous allez en montagne, vous récupérez des plantes, vous voyez qu'il y a des plantes très très naines, vous vérifiez bien sûr qu'elles ne sont pas protégées. Si elles ne sont pas protégées, vous pouvez récupérer des graines et vous allez les ressemer dans votre jardin en plaine. Eh bien, vous serez extrêmement surpris. Vous avez ramassé des graines de plantes qui étaient naines, velues, et vous allez récupérer en bas une plante absolument quelconque, qui n'est pas du tout naine, qui n'est pas du tout velue, parce qu'en fait, il s'agissait de l'accommodation, donc un changement d'expression des gènes, mais qui, elle, n'est pas héritable, hein, qui s'efface complètement de génération en génération. Donc, il faut faire attention. Donc, dans la variation, il y a une variation héréditaire, il y a une variation héritable non héréditaire, et puis il y a aussi ce qui ne va pas s'hériter. Et l'évolution ne peut agir que sur la portion qui est héritable. Et c'est là où Lamarck s'est trompé. En quoi les travaux de Charles Darwin diffèrent vraiment de façon importante de celles de Lamarck? On sait aujourd'hui qu'il avait lu Lamarck. Il dit même dans ses correspondances qu'il l'a lu 2 fois, mais qu'il n'a pas été inspiré du tout par ce livre, parce qu'en fait, effectivement, la seule chose que Lamarck apporte, c'est l'idée de la transformation des espèces, mais Darwin avait déjà eu cette idée lors de son voyage à bord du Beagle. En voyant des coquillages à plus de 100 mètres sur les plages, il a eu l'idée qu'il y a une transformation dans le monde du vivant et il a formulé cette idée de la transformation. Donc c'est parce que c'était un géologue et qu'il était de formation naturaliste qu'il a pu penser cette transformation du vivant. Mais il ne voulait pas le publier parce que il pensait que ça allait être mal accueilli et il a été forcé de le publier, de le rapporter à l'Académie royale des sciences à partir du moment où un autre géologue intéressé à la biologie a eu cette même idée et donc ils ont tous les deux soutenu le même jour. Et donc Darwin pendant longtemps a gardé ses idées pour lui et il a écrit, et notamment il a écrit un autre géologue, le géologue qu'il avait formé, pour discuter, pour avoir des arguments, parce qu'il voulait vraiment avoir des arguments expérimentaux forts. Et il s'est notamment basé sur la sélection artificielle des pigeons, entre autres, qui était son passe-temps et son hobby. Donc les différences de Lamarck sont résumées ici. Je l'ai repris cette classification un petit peu simplifiée. Donc l'origine de la vie, Darwin n'est pas très prolixe, parce qu'il dit que il est peu probable que l'on puisse l'étudier aujourd'hui, mais dans ses correspondances, il pense que c'est une origine unique avec diversification, alors que Lamarck est encore sur des idées de génération spontanée. Le moteur de l'évolution pour Lamarck, c'est là où on voit que c'est vraiment un vitaliste, c'est une tendance interne, intrinsèque à la complexification, donc il ne l'explique absolument pas, alors que Darwin propose un mécanisme de sélection, et pour dire que ce n'est pas l'être humain qui le fait, comme dans la sélection artificielle dans les élevages, il a appelé ça la sélection naturelle. Mais on lui a reproché ce mot parce que ça faisait penser justement à la sélection que font les éleveurs. Les variations, selon Lamarck, sont induites par le milieu, par l'effort de l'organisme pour s'adapter à son milieu, alors que Darwin suppose que c'est spontané et simplement que ça se transmet de génération en génération, même s'il n'a pas formulé de vraies hypothèses à cette époque. C'est aujourd'hui que l'on interprète ça comme étant des mutations. La disparition des espèces n'est pas vraiment envisagée par Lamarck, alors que Darwin, bien sûr, en bon géologue qui a vu des fossiles, l'envisage fortement. On le voit d'ailleurs sur ce schéma, il fait des branches du vivant qui s'arrêtent. Et on voit ici une ramification qui est vraiment
caractéristiques et non des évolutions en parallèle. Donc là, on a une représentation tout à fait différente. Et aujourd'hui, les arbres du vivant qu'on dessine sont étonnamment similaires à ce petit schéma que Darwin avait fait lors de ses prises de notes. La théorie de Darwin a vraiment été relancée dans les années 40 avec ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution, c'est-à-dire que la génétique est venue remplir les faiblesses de Darwin. Darwin n'avait pas d'explication vraiment pour ce qui se passait. Il avait proposé un mécanisme général, mais sans pouvoir vraiment documenter le mécanisme. Et c'est les études ultérieures, à partir des années 40 et au-delà, qui ont fourni un véritable mécanisme. Et donc c'est ce que je vais vous proposer de faire finalement, de ne pas faire du darwinisme historique, mais du néo-darwinisme, c'est-à-dire revoir les positions de Canguilhem à la lumière de ce que l'on sait aujourd'hui de l'évolution. Donc Canguilhem dit que dans l'introduction à l'origine des espèces, Darwin écrit que les naturalistes se réfèrent continuellement aux conditions extérieures telles que le climat, la nourriture comme seule cause possible de la variation, et que pour lui, il n'est pas d'accord. Il dit que ça n'existe que c'est une explication faible. Donc aujourd'hui, on est d'accord avec ça. On va séparer dans ce qu'on appelle l'environnement, tout ce qui est... Donc l'environnement, c'est ce qu'on appelle le biotope. On va séparer ce qui est abiotique, donc non vivant. Donc ce n'est pas tout à fait ce que disent les naturalistes de son époque. Donc ce serait effectivement le climat, l'habitat, etc. Tout ça c'est abiotique. Et d'un autre côté, on va s'intéresser à tous les autres vivants qui ont particulièrement intéressé Darwin et qui sont les facteurs biotiques. Donc effectivement, on est aujourd'hui d'accord avec Darwin, l'abiotique n'est pas le moteur majeur de l'évolution. On s'aperçoit que ce sont les interactions entre espèces qui sont le moteur de l'évolution rapide. Par contre, en ce qui concerne les extinctions, effectivement, là, les phénomènes abiotiques reprennent le pas. Donc, en dehors des extinctions, ce sont les relations entre individus vivants, entre les relations biotiques qui sont le moteur de l'évolution, et lors des grandes crises, c'est plutôt les facteurs abiotiques, et en particulier les facteurs climatiques. Donc pour Darwin, il faut deux mécanismes. Donc il faut un mécanisme de production des différences, et alors c'est ça qu'il n'avait pas, ce qu'on va appeler aujourd'hui des mutations, et ça se fait de façon parfaitement aléatoire, déjà dans la présentation initiale de Darwin, c'est-à-dire ce n'est pas parce que l'organisme a besoin d'un long cou, par exemple si c'est une girafe, qu'il va apparaître la mutation qui fait agrandir les vertèbres. C'est qu'il y a une hétérogénéité parmi toutes les girafes. Il naît des girafes avec des vertèbres un peu plus longues, des girafes avec des vertèbres un peu plus courtes. Tout ça fait une moyenne. Et c'est simplement que si il y a des sécheresses, à ce moment-là, il y a moins de végétation, il y a une concurrence pour la végétation, et effectivement, les girafes qui arrivent à attraper la végétation en hauteur vont mieux se nourrir, et donc elles ont un avantage. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la valeur sélective. Leur valeur sélective est plus élevée, c'est-à-dire que soit elles vont mieux survivre, soit elles vont mieux se reproduire. Mais dans les deux cas, si elles survivent mieux, donc ça veut dire qu'elles atteindront l'âge adulte, qu'elles pourront peut-être vivre plus longtemps à l'état adulte, et donc elles pourront plus se reproduire, et elles vont transmettre cet allèle qui donne des vertèbres un petit peu plus longues à leur descendance. Et si les sécheresses se reproduisent régulièrement, eh bien on s'attend à ce qu'à la longue, ces allèles donnant des vertèbres un peu plus longues se répandent dans la population et deviennent majoritaires, et à la fin soit peut-être même le seul allèle qui reste dans cette population. Mais donc ce n'est pas le besoin de brouter qui fait apparaître la mutation, et les mutations sont parfaitement aléatoires. Ceci a été démontré expérimentalement. Ensuite, il lui faut un mécanisme de réduction des différences produites.
que Canguilhem formule un peu bizarrement. Il dit concurrence vitale et sélection. Darwin n'aurait pas été d'accord avec ça. Concurrence vitale, c'est inclus dans la sélection. Donc il aurait dit sélection naturelle tout court. Et donc là, on va voir que en fait, Darwin était un petit peu court. Il lui manque des mécanismes. La sélection naturelle n'est que un des mécanismes de l'évolution. Donc la sélection naturelle, c'est le fait que pour un ensemble de gènes donnés, donc ce qu'on va appeler un génotype, tous les individus n'ont pas la même probabilité de transmettre leur génotype aux descendants. Ils n'auront pas le même nombre de descendants. Parce que donc les gènes peuvent exister sous différentes formes, différentes séquences qu'on va appeler des allèles. Et il y a des allèles qui vont conférer une meilleure survie et une croissance qui permettra à ces individus d'atteindre l'âge reproducteur, de rester longtemps en bonne santé, d'avoir accès aux ressources et donc d'être en capacité de se reproduire. Mais ils n'ont peut-être pas les allèles qui vont leur donner la fertilité, c'est-à-dire vraiment la possibilité de se reproduire. En particulier, l'accès aux partenaires, parce que la rencontre des partenaires n'est quasiment jamais aléatoire. Il y a des combats à l'intérieur d'un même sexe pour l'accès, par exemple, aux femelles. C'est très visible chez les mammifères. Mais il y a aussi le choix des mâles par les femelles, et plus rarement dans l'autre sens. Et puis parfois, il n'y a pas assez de mâles pour les femelles ou pas assez de femelles pour les mâles. Donc c'est ce qu'on appelle le sex ratio. Donc les allèles peuvent conditionner l'accès aux partenaires, et si les individus sont en bonne santé, ont accès aux partenaires, ce qui va encore déterminer la quantité de descendants qu'ils vont avoir, c'est leur fécondité, c'est-à-dire la quantité de gamètes qu'ils peuvent produire. Et donc selon les génotypes, ils n'ont pas tous la même valeur sélective, donc ils n'auront pas le même nombre de descendants. Et la sélection naturelle, c'est tout bête. La sélection naturelle, c'est une reproduction différentielle selon le génotype. Tous les génotypes ne produisent pas le même nombre de descendants. C'est un mécanisme extrêmement simple et qui est, j'allais dire qui est facile à démontrer, mais pas à l'époque de Darwin, qui a été facile à démontrer plus tard dans des conditions artificielles, et qu'on a remontré aussi, par exemple, sur des populations de poissons, de guppies, dans des conditions naturelles. Donc effectivement, on comprend que pour Darwin, les aspects touchant les relations entre espèces soient finalement plus importantes que le milieu. Si vous regardez bien sur ce schéma, où est-ce qu'on voit la relation avec d'autres vivants? Les pathogènes sont d'autres êtres vivants. Donc évidemment, la résistance aux pathogènes, c'est de la rencontre entre les autres vivants. La prédation, c'est de la rencontre avec les autres vivants. Dans l'accès aux ressources, il y a très souvent de la compétition avec les individus de même espèce et les individus d'une autre espèce. Dans la compétition intrasexuelle et intersexuelle, évidemment, ce sont des relations entre les individus de même espèce, mais de sexes différents. Et donc, on voit immédiatement, c'est très graphique, que la relation entre individus, la relation avec les autres êtres vivants, est le moteur principal de l'évolution quand on n'est pas en période de crise climatique majeure. Donc c'est normal que Darwin ait été porté plus là-dessus et qu'il est reproché, paraît-il, il est regretté, paraît-il, à la fin de sa vie d'avoir un petit peu négligé tout ce qui est abiotique, mais c'était une bonne intuition. Canguilhem dit que Darwin n'est pas finaliste, même si on lui a reproché le finalisme du terme de sélection, parce que c'était trop proche de la sélection artificielle faite par les éleveurs. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient sélectionner. Mais si on lit vraiment Darwin, si on regarde ce qu'il propose seulement une reproduction différentielle. Tous les individus n'ont pas la même probabilité d'avoir un certain nombre de descendants. En fait, ils n'ont pas le même nombre de descendants. C'est tout ce qu'il propose comme mécanisme. Il n'y a pas le moindre finalisme là-dedans. Et en particulier, il n'y a pas la survie du plus apte, qu'on voit parfois dans des mauvaises vulgarisations. Ce n'est pas le plus adapté qui va transmettre forcément ses allèles. Si par adapté, vous pensez généralement à la survie et la croissance, vous voyez que ce n'est qu'un des aspects de l'évolution, que c'est un seul des aspects qui va faire le nombre de descendants. Prenez par exemple un pont,
Sa survie et sa croissance en milieu naturel sont une catastrophe, avec cette longue queue colorée repérable par les prédateurs. Donc si c'était la survie du plus apte, ça ferait longtemps que le pan aurait perdu sa queue colorée. Mais grâce à sa queue colorée, il a accès aux partenaires. Donc ce n'est pas du tout la survie du plus apte, c'est l'ensemble de tous ces facteurs qui va déterminer le nombre de descendants qu'aura l'individu qui a un certain génotype, et donc qui va déterminer si les allèles responsables de ce génotype se transmettent ou pas dans la population. Ensuite, Canguilhem a une expression très bizarre. Il dit, pour Darwin, vivre, c'est se soumettre au jugement de l'ensemble des vivants. Alors, jugement, je trouve ça extrêmement... alors là, pour le coup, totalement finaliste, c'est vraiment très très bizarre. Il n'y a pas de jugement, il y a des interactions. Donc, admettons, c'est se soumettre à l'ensemble des interactions avec les êtres vivants. Ça ne comporte que 2 sanctions, mourir ou faire partie du jury. Donc, j'imagine que l'histoire de faire partie du jury, c'est la sélection sexuelle. Est-ce que cet individu est choisi par les individus de l'autre sexe et mourir? Alors pas du tout, hein. Il peut y avoir des individus qui se reproduisent très bien, qui survivent, c'est juste que leurs allèles leur donnent moins de descendants que les allèles des autres, et donc leurs allèles à long terme ont toutes les chances de disparaître de ce milieu, c'est tout. Donc ce n'est pas du tout mourir, et puis surtout il n'y a pas de jugement, ça c'est extrêmement anthropomorphique. Je suis très étonnée que Canguilhem le formule de cette façon, alors qu'il a l'air justement de reprocher à tout un tas d'autres penseurs leur anthropomorphisme. Alors comment est-ce qu'on voit aujourd'hui l'évolution? Donc on reprend l'aspect purement darwinien. Donc c'est un aspect seulement de l'évolution, c'est seulement quand les populations contiennent de nombreux individus. Ici on a mis un chiffre à peu près à la louche, hein. Il faut qu'il y ait plus de 1000 individus reproducteurs. Donc à ce moment-là, il y a effectivement des allèles qui donnent un certain succès reproducteur, donc un nombre de descendants différents pour les différents allèles possibles. Là, il y a leur sélection naturelle, c'est-à-dire que tous les individus ne se reproduisent pas de la même manière et n'ont pas le même nombre de descendants. Et donc c'est ça qui, automatiquement, mécaniquement, va faire le tri des allèles. Le tri, c'est pas, il n'y a pas une finalité, il n'y a pas un trigger, il n'y a pas quoi que ce soit. Le tri, c'est juste que de génération à génération, les allèles qui donnent le plus de descendance se répondent. Bah, c'est mécanique, hein. Il y a de plus en plus d'individus à se reproduire avec ces allèles-là, donc ça se répand dans ce milieu. Et puis les allèles qui donnent moins de descendants, donc qui ont une faible valeur sélective, eh bien, donnent de moins en moins de descendants et ont toutes les chances de disparaître. Et quand ils auront disparaître, on va avoir ce qu'on appelle une fixation, c'est-à-dire que l'allèle le plus avantageux dans ce milieu donné à ce moment-là vont être fixés, ce qui fait qu'effectivement, on aura des génotypes qui sont adaptés à ce milieu, à ce moment-là. Mais ne faites pas de l'adaptation un absolu, je ne sais quoi. Dès que le milieu change, bien sûr, ces individus ne sont plus adaptés au milieu. Or, en bon géologue, évidemment, Darwin savait que les milieux changeaient sans cesse. Et donc la sélection naturelle tend à aller vers l'adaptation vers un milieu, mais il est rare qu'elle aboutisse complètement, puisque le milieu a toutes les chances de changer entre-temps. Puisque en plus dans ce milieu, vous n'avez pas que des conditions abiotiques, climatiques, etc. Vous avez aussi tous les autres êtres vivants qui eux-mêmes évoluent. Donc le milieu évolue sans cesse et c'est rare qu'on aille jusqu'à la fixation complète des allèles permettant l'adaptation à un milieu donné. Donc la sélection naturelle va dans un sens mais aboutit rarement. Ce à quoi on n'avait pas du tout pensé dans cette théorie synthétique de l'évolution, et qui a été découvert beaucoup plus tard dans les années 70, a été la dérive génétique. Donc là, ça concerne les petites populations ou deux possibilités, hein, donc soit c'est une petite population, soit ça concerne aussi tous les caractères qui n'ont pas d'effet sur le nombre de descendants. Donc tous les caractères qui, dans ce milieu-là, à ce moment-là, n'ont pas d'effet ni sur la survie, ni sur le choix des partenaires, ni sur le nombre de gamètes.
mais elles pourront tout à fait avoir un effet sur le succès reproducteur dans un autre milieu. Mais dans celui-là, à ce moment-là, elles n'ont pas d'effet. Donc, pour ces caractères, même si la population est grande, ces caractères vont évoluer au hasard. Et puis pour tous les caractères, quels qu'ils soient, même s'ils ont un effet sur la reproduction, sur le choix des partenaires, sur le nombre des gamètes, quand la population est réduite, à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait de sélection naturelle. Le seul mécanisme qui peut prédire comment les allèles vont se transmettre à la descendance, c'est le hasard. Parce qu'en fait, le hasard devient l'élément prépondérant qui fait que les individus se rencontrent. Si on veut une image, il y a tellement peu de choix que les premiers partenaires qui se rencontrent, eh bien, ils vont se reproduire, même si ils sont porteurs d'allèles qui feraient que dans une grande population, ils seraient moins choisis. Bah là, pour une fois qu'on rencontre un partenaire, on se reproduit avec. Donc, c'est le hasard qui est le moteur de l'évolution. Donc là, on n'est pas du tout dans la sélection naturelle, c'est quelque chose de complètement différent. Ce qui fait que les allèles qui se fixent dans ce milieu sont parfaitement aléatoires et ne donnent pas d'adaptation particulière à ce milieu-là. Et les deux mécanismes existent. En particulier, après les crises biologiques, eh bien, comme les populations sont réduites, les populations évoluent essentiellement au hasard et vont donner assez rapidement de nouvelles espèces. Et puis les effectifs se reconstituent et à ce moment-là, on repasse dans des mécanismes de sélection naturelle avec des évolutions beaucoup plus lentes. Donc les deux mécanismes existent en parallèle ou en successif. Et c'est ce que Darwin n'avait pas vu. Et évidemment, c'est ce que aussi Canguilhem ne pouvait pas mentionner, puisque ce sont des théories des années 80. Donc si j'essaye de résumer à grands traits l'évolution pour les mécanismes actuels de l'évolution, pour les non-biologistes et ou pour les étudiants de BCPST mais qui n'ont pas encore fait le cours, pour que quelque chose soit soumis à l'évolution, il faut qu'il puisse se transmettre. Donc il faut qu'il soit héritable. Première possibilité, c'est une séquence dans le gène. Deuxième possibilité, c'est un profil de méthylation. Les séquences dans les gènes peuvent varier, il y a des mutations. La localisation est parfaitement aléatoire. La fréquence peut augmenter un peu s'il y a des agents mutagènes, en particulier des ultraviolets. La fréquence va augmenter, mais pas le lieu. Donc ce n'est pas le besoin ni l'usage qui fait apparaître telle mutation dans tel gène. La plupart des mutations ne font strictement rien. C'est ce qu'on appelle des mutations silencieuses. Mais il y a quelques mutations qui vont donner des caractères un petit peu différents aux individus qui les portent, et c'est ce qu'on va appeler un variant. À partir de là, il y a deux possibilités. Soit c'est quelque chose qui est neutre, donc elle n'a aucun effet sur le succès reproducteur et qui va évoluer de façon parfaitement aléatoire. Soit au contraire, c'est quelque chose qui affecte le succès reproducteur. Et à ce moment-là, si la population est suffisamment grande, ce trait sera soumis à la sélection naturelle qui va réduire la diversité en permettant aux allèles les plus favorables, ce qui donne le plus de descendants, de se répandre. Donc c'est ce qu'on va appeler la sélection directionnelle. On va réduire le polymorphisme, donc ça c'est sous l'effet d'un milieu, et par milieu on entend aussi les interactions avec les autres êtres vivants. Et si ça peut aller jusqu'au bout, ce qui est vraiment rarement le cas, on a ce qu'on va appeler un écotype parfaitement adapté à son milieu. Il y a aussi quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, la possibilité de sélection balancée. Il y a aussi certaines sélections qui ne vont pas dans une direction, ça fait toujours partie de la sélection naturelle, et qui vont conserver le polymorphisme. Par exemple, le sexe ratio, le fait qu'il y ait des mâles et des femelles, eh bien, quand le sexe ratio est déséquilibré, la sélection tend à faire réapparaître le sexe qui manquait le plus. Donc, il y a aussi des phénomènes de sélection balancée. Donc, on voit que aujourd'hui, on n'a pas du tout de finalisme dans la façon dont on présente l'évolution. C'est extrêmement mécanique, avec des mécanismes très simples. Une reproduction différentielle ou de l'aléa. C'est vraiment extrêmement simple comme mécanisme. Et donc, il n'y a pas non plus d'intention. On ne sait pas dans quel sens ça va, parce que vous voyez que c'est le milieu qui oriente cette sélection, et que le milieu change sans cesse avec les aléas climatiques, ou que c'est le hasard. Donc il n'y a pas d'orientation préalable qui amènerait forcément vers de la complexité. C'est l'hypothèse de Lamarck. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison non plus que ça amène forcément à des êtres merveilleux, à savoir les humains. Non, nous sommes apparemment
le résultat de sélection naturelle, de hasard, de climat, et ça aurait pu tout à fait donner autre chose. Et cette autre espèce aurait elle aussi raconté qu'elle était le sommet de l'évolution et que tout, dès le départ, avait été prévu pour qu'elle apparaisse. A priori, il n'y a pas de raison. Donc l'évolution ne va pas toujours vers plus de complexité, il n'y a pas de raison. Elle ne va pas non plus nécessairement vers plus d'optimisation, malgré ce qui est dessiné ici, parce que le milieu change, donc souvent ça fait des retours en arrière. Il n'y a pas de raison que le milieu soit parfaitement stable, parce qu'il y a tellement d'êtres vivants dedans que le milieu est par essence mouvant. Donc il n'y a pas de direction préférentielle. Et puis, ce n'est pas orienté par la survie de l'espèce qui veut survivre. Mais non, l'espèce ne veut pas survivre. Les individus se reproduisent. Si l'espèce survit pendant un certain temps, très bien. Mais quel est l'avenir d'une espèce? C'est forcément de se transformer en permanence. Elle peut se fractionner, donner deux espèces différentes, mais elle peut aussi disparaître. Il n'y a pas de survie de l'espèce et de mécanisme basé sur la survie de l'espèce. Ça, c'est vraiment du finalisme. Et le survie du plus apte, vous voyez que ça n'a aussi aucun sens. C'est en termes de reproduction que tout se passe. Donc, que vous soyez apte à vivre n'est pas le critère. Le critère, c'est le nombre de descendants. Donc, il faut dépoussiérer un peu les théories de l'évolution de tout un tas de préjugés, dont un certain nombre nous viennent de Lamarck.